Donc après la communication très agréable de Madame Pieraccini, on va parler un peu chez l'enfant. Enfin, pédiatrique, je vais faire en fait un peu l'enfant et l'adolescent. Alors, on peut classer l'AG pédiatrique selon l'âge, en fonction si elle touche l'enfant, si c'est avant la puberté, ou pré-pubertaire, ou après la puberté. Certains auteurs ont pu fixer l'âge de 12 ans comme étant l'âge de l'adolescence, mais celui de la puberté ne peut être fixé. Alors, il y a des études qui arrivent jusqu'à l'âge de 19 ans. Donc, alors que normalement, la définition de l'enfant selon l'OMS, c'est 15 ans. Donc voilà, on va... Normalement, 15 ans. En tout cas, dans les articles, ils arrivent jusqu'à 19 ans. Alors, c'est une pathologie qui est finalement rare, mais qu'on commence à voir de plus en plus en pratique. Elle est mal vécue par l'enfant, surtout que maintenant, les cheveux, les poils, c'est magnifique, il faut montrer ça, on est jeune, c'est un moyen de beauté, moyen de séduction, et surtout que ça va avoir un retentissement psychique très important. Alors, qu'en est-il de l'épidémiologie, de l'éthiopathogénie? Est-ce qu'on a des particularités cliniques? Est-ce qu'on a des particularités dermoscopiques? Est-ce qu'il y a un bilan à faire? Et quelle est la prise en charge? En fait, il y a plusieurs études, mais peut-être 6 ou 7 études. Une des premières a été faite d'ailleurs par l'équipe de Madame Tosti et Madame Pieraccini en 2005. Là, ils ont pris que des enfants qui avaient moins de 10 ans, avec un âge qui était, l'enfant le plus jeune avait 6 ans. Après, il y a une étude, d'autres études, et on se rend compte que finalement, chez les enfants, si on exclut les TEN, l'AG était le deuxième motif de consultation après la pelade. Par contre, chez les adolescents, l'alopécie androgénogénétique était le principal motif de consultation. Alors, les adolescents sont plus nombreux par rapport à l'enfant, et l'âge le plus jeune a été rapporté dans une série, c'est un enfant qui avait 5 ans. Alors, dans une revue de la littérature assez récente, on se dit finalement il y a une prédominance masculine, quoique l'âge de diagnostic est plus jeune chez les filles, puisqu'on est à peu près à 10 ans, enfin pratiquement à 11 ans, alors que chez les enfants, finalement, on est à 13 ans et demi. Alors, une des pathologies associées, c'est les pathologies, la dermite séborrhéique, l'acné, la dermatite atopique, et fait important, c'est qu'il y a souvent des antécédents familiaux chez les parents. Alors, sur le plan clinique, chez les enfants, tous les enfants, donc dans la série de Tosti et de Pieraccini, tous les enfants avaient une AG d'aspect féminin, quel que soit le sexe. D'accord ? Par contre, chez les adolescents, on se retrouve avec les filles qui ont un aspect d'alopécie androgénogénétique féminine, ça on l'attend, mais on a aussi des enfants qui ont une AG de type masculin, quoique 20% d'entre eux au minimum avaient un patron féminin. Alors, ça, c'est des photos de nos malades que nous voyons. C'est une AG chez un enfant qui a 8 ans, une deuxième AG chez une jeune fille de 15 ans, patron féminin ici, patron masculin, un jeune homme de 16 ans avec une atteinte au niveau des golfs, et puis un jeune de 13 ans qui est finalement ce patron féminin, avec le respect de la lisière frontale et une dépilation, une raréfaction au niveau de la région du vertex. Alors, sur le plan dermoscopique, c'est exactement ce qu'on voit même chez l'adulte. Ça veut dire qu'on a une anisotrichie, on a plus de 20% des cheveux qui sont plus petits, qui sont plus fins. On peut avoir 1 ou 2 cheveux par unité folliculaire, et quand on compare ça avec la région postérieure, au niveau de la région occipitale, là où il n'y a pas d'action des récepteurs aux androgènes, on se retrouve avec un cuir chevelu qui est strictement normal, avec 2 ou 3 poils par orifice. Alors, le diagnostic, en général, il est à la fois clinique, dermoscopique. On peut avoir recours au trichogramme si on le fait, mais par contre, la biopsie cutanée doit être réservée aux cas douteux. On ne fait pas de biopsie chez les enfants. Sur le plan clinique, donc, on va demander par rapport aux habitudes capillaires, quel type de coiffure, les soins utilisés. Quand on pose cette question, les mamans souvent nous disent « Oui, mon enfant met le gel, dites-lui qu'il faut qu'il arrête le gel, par exemple ». On va avoir aussi le patron d'alopécie, sa localisation, le signe de traction qui est en général négatif, voir s'il y a des symptômes associés, notamment l'acné, la DS, l'hirsutisme et la gynécomastie. Ça, c'est un fait qui est important chez les garçons parce que la présence d'une gynécomastie pourrait orienter vers un problème hormonal chez un enfant et puis la virilisation dans les pathologies où il y a une hyperandrogénie manifeste. Il faut voir l'atteinte des poils dans les autres zones du corps, voir les ongles, les autres signes cutanés, si une pathologie systémique, et surtout demander cette histoire familiale. On a souvent des parents qui ont une AG, soit eux-mêmes, soit les deux, soit un seul, soit même les grands-parents aussi,
C'est un fait qui est retrouvé assez fréquemment. Demander s'il y a des prises médicamenteuses. Il y a des médicaments, notamment les inhibiteurs des aromatases, qui sont donnés pour les enfants pour stimuler un peu la croissance, parce que ce sont des traitements donnés pour les enfants qui ont un retard de croissance. Ça peut donner aussi des alopécies androgénogénétiques. Prendre la taille, chercher des caractères pubertaires, dysmorphiques, une déficience visuelle ou auditive. Alors, bien sûr, il faut exclure les diagnostics différentiels. Chez l'enfant, c'est d'abord les teignes, les pelades, le syndrome des cheveux anagènes caduques, l'hypotricho simple et j'en passe. Et chez l'adulte, c'est d'abord la pelade diffuse ou la pelade incognita, l'éphévium télogène et les alopécies de traction. Donc voilà, ça, c'est des exemples de patients qui ont... On a l'impression que c'est une AAG, mais finalement, non, c'est une pelade, parce qu'il y a même une atteinte ici. Et sur le plan dermoscopique, on a plein de cheveux d'exclamation, des cheveux coudés et puis des poils qui sont bicolores. C'est une jeune fille qui a une tricotylomanie. Il y a des cheveux qui sont cassés à différents niveaux avec une croûte hémorragique inocile, le diagnostic. Et puis là, par exemple, une teigne. Là, je vous ai mis un syndrome que je ne connaissais pas. C'est un syndrome qui s'appelle le GAPO syndrome, où il y a un retard de croissance, alopécie, pseudo-anodentie avec une atrophie optique, qui, dans ce cas-là, est responsable d'un aspect qui mime finalement une AG chez un garçon de 3 ans. Alors, donc, quand on a un enfant qui a une AG, il faut se dire, je suis dans quelle situation? Parce qu'il faut rechercher une hyperandrogénémie devant toute fille avec une AG. Il faut le faire chez tout garçon avec une AG prépubertaire, tout garçon avec une raréfaction diffuse ou patron d'AG féminine. C'est pour ça qu'il faut se dire, voilà, c'est quel patron. Et puis, si on a un développement pubertaire anormal, notamment la présence d'une gynécomastie. Donc voilà ce qui est recommandé. Devant l'alopécie androgénétique pédiatrique, se demander à quel moment est apparue la puberté, la AG. Est-ce que c'est en prépubertaire ou si c'est un garçon avec un patron féminin, j'envoie le patient chez le pédiatre ou l'endocrinologue pour faire une série de tests qui sont finalement les mêmes. Et si j'ai une fille avec une alopécie androgénogénétique ou si j'ai des signes qui sont subjectifs d'une hyperandrogénie, je fais quand même le bilan que je connais, qui est la LH FSH, la testostérone libre et totale, la dihydrotestostérone, le sulfate dihydrotestostérone et l'androstendione, le stradiol, la 17-hydroxyprogestérone, la prolactine, le cortisol et l'ACTH. Si c'est anormal, je réfère vers un pédiatre ou un endocrinologue pédiatre. Maintenant, j'ai demandé mon bilan. Quelle est la rentabilité de ce bilan? Est-ce que ce bilan va vraiment m'orienter vers un sens? Alors, il faut dire que, par exemple, dans l'équipe de Tosti, ils n'ont trouvé, chez les 20 enfants, le bilan était strictement normal. Dans l'étude de Kim, il y avait une seule patiente qui avait un bilan hormonal perturbé, 1 sur 43. Gonzalez avait trouvé des taux d'androgène élevés chez 37% des filles avec AHG. Et dans une série turque, il n'y avait que 3 patients sur 23 qui avaient un problème hormonal. Donc finalement, l'hyperandrogénie n'est pas la seule explication. Elle peut, c'est vrai, il faut qu'on élimine le syndrome des ovaires polykystiques, il faudrait qu'on élimine l'hyperplasie congénitale des surrénales, il faudrait qu'on élimine les tumeurs sécrétantes des androgènes ou une exposition exogène aux androgènes. Mais il faut se dire aussi qu'il y a d'autres anomalies que nous constatons, notamment le recul de l'âge de la puberté. On sait que, par exemple, depuis une centaine d'années, dans les pays occidentaux, l'âge de la puberté a diminué de 3 ans. Et ceci suite à l'amélioration des conditions nutritionnelles, suite à l'augmentation de l'obésité. Et puis surtout, il y a de plus en plus le rôle des perturbateurs endocriniens environnementaux. Je n'ai pas trouvé d'article spécifique par rapport à l'alopécie et les perturbateurs endocriniens environnementaux, mais je pense que ça fait partie peut-être une hyperandrogénie peut-être relative. Alors, donc on a dit que l'hyperandrogénie n'explique pas tout, mais il y a aussi une prédisposition familiale, et surtout il y a une augmentation de la sensibilité aux récepteurs des androgènes, et peut-être que les androgènes surrénaliens pourraient expliquer cette pathologie, surtout qu'on voit beaucoup, par exemple dans la série où il n'y a que les enfants, il n'y avait pas encore de problème, il n'y avait pas de puberté, donc les androgènes surrénaliens qui sont, eux, synthétisés avant l'âge de 10 ans, étaient peut-être responsables de cet AG chez des enfants déjà prédisposés. Une chose qui est importante, c'est que dans l'AG pédiatrique, il faut rechercher un syndrome métabolique, comme chez l'adulte, parce que finalement, ça expose au risque de syndrome métabolique. Et dans une étude turque de 23 patients, au moins, il y avait un facteur de risque de syndrome métabolique chez la moitié des patients et dans les deux sexes. Il faut se dire qu'en même temps, ce syndrome métabolique est de plus en plus observé chez les enfants et les adolescents, et peut-être qu'il y a un lien
via l'obésité par rapport à cet AG pédiatrique. Maintenant, qu'en est-il de la prise en charge? Bien sûr, il faut discuter avec les parents, il faut ralentir l'évolution de l'AG, il faut se dire qu'aucun traitement n'a l'AMM chez l'enfant. Mais les thérapies de l'adulte marchent bien et il faut mettre la trichoscopie pour suivre l'évolution. Alors, il y a le minoxidil topique qui n'a pas l'AMM pour les enfants de moins de 18 ans, mais la majorité des études l'utilisent et nous l'utilisons dans les pelades, par exemple, qui sont plus fréquentes. Il est utilisé en général à 5%, il est bien toléré, il donne des effets secondaires que nous connaissons. Mais ce qui peut être important, c'est que chez l'enfant, préférez la forme en mousse parce qu'elle a moins de passage systémique et donc moins d'effets secondaires. Parce qu'en fait, quand on met le minoxidil chez un enfant, on se dit peut-être que la surface cutanée est plus importante par rapport au poids et donc peut-être que le passage sera plus important. Alors, il faut dire que concernant le minoxidil oral, alors, il y a une étude en fait, c'est un truc qui s'est fait par hasard. Enfin, c'est une erreur où il y a eu des gélules d'oméprazole en Espagne qui ont été conditionnées. En fait, ce sont des gélules de minoxidil qui ont été conditionnées dans des gélules d'oméprazole pour des enfants. Et il y a eu 20 patients qui sont âgés entre 2 mois et 13 ans qui ont pris du minoxidil en pensant prendre de l'oméprazole avec une dose élevée de minoxidil, en général 0,9 mg par kilo par jour. Alors que la dose qui peut être prescrite chez les enfants, c'est de 0,2 mg par kilo par jour, voire moins. Ils ont pris ça pour une durée moyenne de 38 jours. Et il y avait une hypertrichose qui s'observait dans 65% des cas, après un délai moyen de 24 jours. Et seule la durée du traitement était associée à cette hypertrichose, c'est-à-dire ce n'était pas la dose, c'était surtout la durée du traitement. Et il y avait des effets secondaires systémiques dans 15% des cas, mais sans gravité, notamment des œdèmes faciaux, une asthénie et des céphalées. Donc ceci, indirectement, pourrait peut-être nous encourager ou se dire c'est peut-être une option ou pas chez les enfants. Donc, comme je vous ai dit, la dose orale en pédiatrie de 0,1 à 0,2 mg kilo et que, par exemple, dans le syndrome des cheveux anagènes caduques, on donne une dose qui est moins importante et que finalement, certains auteurs ont essayé le 2,5 mg par jour qui a été efficace chez 6 adolescentes en association avec la spironolactone. Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, eux, ont été utilisés de manière ponctuelle, mais jamais chez les filles. Ça a été utilisé chez les garçons, dont un avait rapporté une diminution de l'activité sexuelle qui s'est corrigée sans l'arrêt du traitement. Il n'y a pas eu de risque suicidaire qui est plutôt rapporté avec le finastéride. Mais fait important, peut-être ne proposez pas ça parce que ça pourrait empêcher le développement de la barbe, puisque la dihydrotestostérone est importante pour les poils de la barbe. Donc si on bloque ça, peut-être que ces enfants-là auraient des cheveux mais n'auraient pas de barbe. Alors le finastéride topique associé au minoxidil serait, selon certains auteurs, intéressant chez les adolescents. Pour les traitements anti-androgéniques, la pilule progestative et la spironolactone pourraient être utilisés, ainsi que le laser de faible puissance qui, lui, est disponible sous forme de plusieurs dispositifs, de brosses et de casquettes. PRP. PRP a été utilisé chez des patients qui ont une pelade, des patients de plus de 10 ans, avec de bons résultats, mais il n'y a pas d'études par rapport à l'AG. Et j'ai trouvé la greffe capillaire. Alors, les auteurs allemands proposent de ne pas la faire aux garçons, parce que finalement, la ligne d'implantation pourrait changer avec le temps et que on ne pourrait pas prédire avec exactitude l'étendue de l'alopécie par la suite. Mais ils disent que chez les filles entre 12 et 20 ans, cette technique pourrait essentiellement être proposée aux patientes avec un stade Ludwig 2 ou 3, avec un grand retentissement sur la qualité de vie et qui ont une très bonne zone donneuse. Alors, en conclusion, c'est une entité de plus en plus fréquente. Il faut y penser aussi chez les enfants, surtout s'il y a des antécédents familiaux d'AG. La trichoscopie est considérée comme le gold standard. On ne va pas faire de biopsie chez ces enfants. Il faut connaître les indications du bilan. Il faut faire une évaluation endocrinienne et les suivis qui sont nécessaires parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec le temps. Savoir qu'il n'y a aucun traitement qui est l'AMM. Et moi, je me pose la question, qu'en sera-t-il des enfants nés de ces patients qui ont une AG pédiatrique, puisqu'il va y avoir forcément une aggravation avec le temps. Voilà, je vous remercie.